Bienvenue à l'écoute de ce débat hebdomadaire organisé par le secteur international du Parti communiste français. Aujourd'hui, on va parler de la Chine, dans un contexte global où la Chine a jusque-là su tirer profit, peut-être mieux que n'importe quel autre pays, de la mondialisation. Qu'est-ce que la crise du Covid-19 révèle sur la place centrale de la Chine dans la mondialisation et en quoi peut-elle modifier les relations qu'elle entretient avec les autres pays? On en parle avec Dominique Barry, journaliste, ancienne correspondante de l'UMA en Chine, où elle se rend régulièrement d'ailleurs, et Bertrand Badi, professeur émérite des universités à Sciences Po. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Dominique Barry, on voit que la presse occidentale est très très méfiante à l'égard de la Chine et n'hésite pas à dénoncer l'opacité avec laquelle elle gérerait cette crise du Covid-19. Selon vous, est-ce que cette dénonciation est justifiée ou n'a-t-elle au final peu de sens? Et en général, les appréciations concernant la Chine sont sans nuance, mais à l'occasion du Covid-19, je crois qu'on atteint un summum. On est passé du péril jaune à l'incurie rouge et on fait aujourd'hui de la Chine, certes, certainement l'épicentre de la pandémie, on la rend responsable de la propagation de la pandémie. Il est évident, on utilise les gravissimes défaillances en début de crise, quand ils n'ont pas voulu voir, quand les autorités locales n'ont pas voulu voir et la gravité de la pandémie, ont caché des informations. Ça, c'est absolument sûr, c'est reconnu. Le maire de Wuhan, qui est à l'origine, a fait sa propre autocritique, mais ça se passe souvent en Chine, où les autorités locales ne font pas remonter forcément des informations crédibles au gouvernement central. Donc, on a ignoré les alertes des médecins, on connaît toute l'histoire de Li Wangyang qui a été recadré et qui est malheureusement décédé du Covid-19. Donc, on peut imputer ces manquements, ces défaillances au système. Je crois que ça s'est aussi passé dans d'autres pays, peut-être à moindre mal, mais ça existe. Mais à partir du moment où les réactions étaient connues par le gouvernement central, il y a eu une réaction extrêmement massive et impressionnante du gouvernement chinois pour faire face à cette urgence sanitaire donc qui apparaissait très grave. Et il y a une mobilisation nationale énorme avec des milliers de médecins qui sont arrivés à Wuhan, épicentre de l'épidémie, et dans le Hubei, la province concernée. Li Keqiang, le Premier ministre, a été nommé à la tête d'une commission d'urgence, ce qui prouve aussi ce que cette nomination signifiait comme prise de conscience du danger que ça signifiait. Et je pense que c'était des signes, effectivement, qui auraient pu alerter peut-être plus avant nos gouvernements occidentaux. On oublie très vite que la Chine a partagé, a donné toutes les informations à la communauté scientifique en identifiant ce nouveau virus. Elle en a partagé le séquençage. Et on veut oublier aujourd'hui qu'on était dans l'inconnu le plus total concernant cette maladie, son mode de contamination. On est encore aujourd'hui dans l'inconnu de ce virus. Donc je pense qu'effectivement, en adressant un certain nombre de reproches aussi à la Chine, il faut aussi se remettre dans le contexte qu'il y a aujourd'hui, qui est toujours dans cet inconnu du virus. On voit les difficultés qu'il y a à déconfiner dans tous les pays. Ce que je voulais dire, qu'il y a eu un défi sanitaire et logistique qui était considérable, qui a été d'ailleurs salué par la revue Science, la revue scientifique, médicale Science, qui décline toutes les étapes passées par la Chine. Et j'invite à aller lire ce rapport parce que c'est très intéressant. On voit aussi aujourd'hui que
On l'accuse de dissimuler des informations sur le nombre des décès, mais on voit aussi le Premier ministre chinois, toujours Li Keqiang, qui appelle à la vérité des chiffres et qui fait que pour que les chiffres reviennent. À plusieurs reprises, d'ailleurs, ils ont remanié le bilan. Donc ça, c'est un premier point que je voulais développer. Le deuxième point que je veux développer, c'est ce qui se passe actuellement dans cette espèce de campagne absolument virulente que Trump lance aujourd'hui contre la Chine en politisant au maximum le virus chinois, qui devient un virus communiste, et qui lance la communauté internationale sur une pente extrêmement dangereuse, qui est d'une confrontation ouverte. Il avait déjà lancé la guerre commerciale, il a lancé la guerre de la haute technologie, et aujourd'hui, on est dans une confrontation idéologique ouverte. Et ça rentre bien dans la logique de Trump, aussi en perspective des élections de novembre, mais c'est aussi un danger pour le reste de la communauté internationale. On accuse la Chine aujourd'hui, et ça c'est Mike Pompeo, qui se fait le chantre sur le laboratoire P4 de virologie, d'où serait parti un virus, etc., contre les avis de la communauté internationale qui dit que c'est hautement improbable. Par ailleurs, en invoquant toutes les défaillances et les silences qui ont pu être autour au début de l'épidémie, on veut demander des comptes à la Chine, on veut lui demander des réparations, on veut la traîner devant des tribunaux internationaux. L'État du Missouri a un parti communiste chinois, un élu de la République, un élu républicain a demandé de profiter de cette opportunité de la crise pour retourner le peuple chinois contre son gouvernement. Ça rapproche un peu au procédé de coup d'État dont la CIA a été… voilà, je ne dis pas que ça arrivera, mais voilà le climat dans lequel on se trouve aujourd'hui, dans ce China bashing, qui est repris aussi par un certain nombre de commentateurs et qui veulent faire, et qui le disent très clairement, je n'invente rien, on veut faire de la Chine un État paria, ce qui est absolument irréaliste, d'une part parce que c'est la Chine, d'autre part parce qu'on est devant une situation internationale sanitaire mondiale gravissime et que ce genre de campagne ne sert si strictement à rien. Et dans cette croisade, je dois dire que quand les Chinois disent que Mike Pompeo ou Steve Bannon sont des fossiles vivants de la guerre froide, on n'est pas très loin de la… Bertrand Badi, que signifie pour vous ce retour en force de la rhétorique éculée du péril jaune, comme l'a rappelé Dominique Barry? Et n'est-elle pas un moyen, au final, pour les puissances déclinantes, de régler quelques comptes avec la Chine? Oui, alors d'abord, je ne sais pas s'il s'agit d'un retour, parce que est-ce que cette sinophobie n'a jamais quitté la scène mondiale? C'est une caractéristique, je dirais, récurrente du jeu international. Elle est aggravée aujourd'hui, elle n'est pas pour autant nouvelle. Alors, il faut quand même situer, je suis d'accord avec ce qu'a dit Dominique il y a un instant sur tous les points, ou presque tous les points, mais je crois qu'il faut resituer tout ça dans le contexte international. Le contexte international, qu'est-ce que c'est? C'est quand même une mutation d'abord assez profonde de ce qu'est la politique étrangère américaine. La politique étrangère américaine n'a cessé de changer depuis la chute du mur de Berlin. Et ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Au lendemain de l'effondrement de l'URSS, les États-Unis se croyaient dans un système unipolaire qui allait donner, sous leur houlette, naissance à un nouvel ordre international.
Et puis, cette posture s'est radicalisée avec le néoconservatisme. Ça a été la deuxième phase, George W. Bush, qui considérait que la mondialisation allait servir de tremplin à l'universalisation des valeurs américaines. Il n'y avait plus personne en face. À ce moment-là, on ne s'occupait pas beaucoup de la Chine, effectivement, au tournant du siècle ou du millénaire. Et donc, on considérait que ce serait assez facile de généraliser les valeurs, les normes, les façons de voir et de concevoir qui étaient propres aux États-Unis. Et puis, ça aboutit à un échec. L'échec, ça a été l'Irak, ça a été toutes les déconvenues du néoconservatisme. Et avec Barack Obama, on s'est orienté vers autre chose qui était le leadership militaire américain n'est plus possible dans le contexte de la mondialisation. Donc, il faut procéder de manière plus souple, les fameuses footprints, light footprints, or leadership from behind, et il faut plutôt s'engager dans une compétition économique que les États-Unis peuvent encore gagner. Ça, c'était la vision d'Obama. Avec Trump est arrivée une autre figure qui fait que désormais les États-Unis ont considéré la mondialisation comme quelque chose qui leur était hostile, qui finalement ne tournait pas à leur avantage. Et donc la posture de Trump, ça a été de devenir un des contestataires et de facto le principal contestataire de la mondialisation, considérant qu'il fallait mettre les intérêts américains avant toute autre chose, ce qui conduisait fatalement, effectivement, Trump à une guerre commerciale, mais très vite, je dirais, généralisée et globale contre la Chine. Alors, c'est intéressant parce que là, on voit l'équivoque. On voit que d'une part, la Chine est, dans le monde actuel, l'État qui probablement a le mieux compris ce qu'était la mondialisation et cherche le mieux possible à en profiter, et en face des États-Unis qui se méfient de la mondialisation. Et donc, la réaction de l'un et de l'autre s'est fait conformément à cette dissonance, c'est-à-dire que les États-Unis ont eu une réaction hyper nationaliste face à la montée du coronavirus, comme le disait Dominique très justement, en faisant de ce virus non pas une insécurité globale, non pas un fléau contre l'humanité, mais comme un ennemi des États-Unis, et en cherchant le responsable, le coupable, qu'était la Chine. Alors qu'en face, la politique de la Chine était de continuer à s'appuyer sur la mondialisation pour combattre le virus et pour montrer que dans le monde actuel, la Chine pouvait aider de manière efficace à combattre le virus. Alors, cette équivoque, elle est bien entendu explosive et elle risque de se radicaliser au fil du temps, et c'est d'ailleurs dommage de voir que les Européens ont un peu emboîté le pas des États-Unis dans cette affaire, posant des questions, faisant part de leur scepticisme. Mais essayons un moment de dépasser cela et voir ce que nous révèle cette crise. Elle nous révèle, je dirais, deux choses du côté chinois et deux choses du côté américain. Du côté chinois, c'est ce que disait Dominique, il y a quand même eu la révélation de certaines faiblesses, de certaines fragilités. Le virus n'a pas été fabriqué par les services secrets chinois, il n'est même pas prouvé qu'il soit lié à une mauvaise manœuvre humaine, mais il est parti d'un foyer chinois dans des conditions d'hygiène et de précarité sanitaire qui jettent un petit voile sur l'image un peu idéalisée que l'on se faisait de la capacité chinoise. Évidemment, les Occidentaux vont non seulement se glisser dans cette faille, mais vont lui donner une allure qui ne correspond plus du tout à la réalité à travers les images que Dominique a rappelées il y a un certain temps, dans sa précédente intervention. Maintenant, ça révèle aussi une deuxième chose. Et une deuxième chose qui me tracasse, c'est que la Chine, en même temps, fait preuve d'ouverture, se présente comme étant à la disposition de tous pour aider à lutter contre le coronavirus, mais est très frileuse dans les institutions internationales. Et le paradoxe, c'est qu'au Conseil de sécurité, qui depuis 2 mois, vous vous rendez compte, essaye de fabriquer une résolution robuste sur le Conseil de sécurité, les deux puissances qui sont objectivement liées l'une à l'autre pour bloquer la fabrication de cette résolution robuste, c'est la Chine et les États-Unis.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et je me demande si derrière cela, le président Xi Jinping n'est pas pris à son propre piège. Et c'est là, finalement, l'incertitude de la situation actuelle. L'idée de Xi Jinping, de ses prédécesseurs déjà, mais surtout de Xi Jinping, c'est d'allier la carte de la mondialisation à la carte de la souveraineté et du souverainisme. Être en même temps pour la mondialisation et pour la souveraineté. Ce qui est une alliance difficile, ce qui est une combinaison hasardeuse. Mais dans le contexte actuel, la combinaison est encore plus difficile parce que la mondialisation, d'un certain point de vue, s'est radicalisée en créant cette insécurité globale dans laquelle nous vivons actuellement, et la souveraineté s'est crispée puisque chaque État tente à aller puiser dans son réservoir nationaliste pour faire cavalier seul et tenter de se défendre tout seul. C'est-à-dire que l'altruisme n'est vraiment porté par personne aujourd'hui dans notre monde tel qu'il est. Donc c'est très difficile pour la Chine de continuer à allier souverainisme et mondialisation. Et du coup, on voit cette vague virale que constitue le nationalisme dans le monde actuel, parce que le nationalisme est un virus encore plus toxique que ne l'est le coronavirus, qui essaye justement de mener le jeu pour conduire le monde dans une impasse totale. Qu'est-ce que c'est l'impasse totale? C'est que chacun se débrouille chez soi. Et si chacun se débrouille chez soi, il se débrouillera contre les autres. Et en se débrouillant contre les autres, il aggravera le fléau que nous vivons actuellement. Donc nous sommes dans une phase où jamais l'internationalisme et le mondialisme ont été aussi nécessaires, mais où jamais les États, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, n'ont été autant entravés par leur poussée, par leur fièvre nationaliste. Dominique Barry, paradoxalement, la forte indépendance des États qui éclate au grand jour, à la fois dans la propagation de l'épidémie, mais aussi dans l'impossibilité qu'ont les États à gérer seuls cette crise, ne semble plus être aujourd'hui supportée par un modèle multilatéral de coopération internationale. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter et est-ce que la Chine a-t-elle beaucoup pas y perdre? La Chine se veut la garante du multilatéralisme. Ça, c'est un fait qui est absolument certain. Elle le dit. Et c'est en quoi aussi, comme le disait aussi Bertrand tout à l'heure, elle est aussi une cible pour les États-Unis, pour Trump, qui lui joue la carte de l'unilatéralisme, de l'America First, alors que la Chine, justement, veut porter ce multilatéralisme avec une vision de la mondialisation, avec d'une communauté de destin, où chaque pays ne pourra s'en sortir seul. Il faut justement une interdépendance de solidaire, de coopération pour s'en sortir. C'est aussi ce qui se passe aujourd'hui dans la crise sanitaire. Quand Xi Jinping demande une réunion au G20 justement pour organiser cette coopération internationale et qu'en définitive, avec l'appui de l'ONU, de l'OMS, et qu'en fait, ça fait un très peu de bruit et que l'on voit comment chaque État se débrouille d'une façon égoïste, puisqu'on a vu les Français et les Américains se battre pour une cargaison de masques, ça prouve bien que nous ne sommes absolument pas à la hauteur de l'urgence planétaire contre la pandémie. Et je crois que la Chine va défendre, et ça sera peut-être sa force, on en parlera peut-être tout à l'heure, sa force dans cette crise du coronavirus, c'est-à-dire de continuer à essayer d'instaurer une coopération internationale, alors que l'on voit au contraire des pays se replier, et même l'Union européenne se replier sur elle-même, et qui ne seront pas à la hauteur des attentes et des exigences
Pour revenir aussi sur ce front qu'il y a aujourd'hui contre la Chine, que ce soit du côté des États-Unis ou du côté de l'Union européenne, je crois qu'il faut aussi regarder le cœur même de cette confrontation. Cette campagne actuelle, c'est une partie visible de l'iceberg. Ce qu'il faut regarder, c'est en gros, jusqu'à la crise de 2008, le capital international pensait que la Chine, avec son ouverture au monde capitaliste, allait au mieux être en mesure de renverser un régime à la tête duquel est le Parti communiste chinois. Sinon, on allait s'arranger, mais la Chine allait ouvrir complètement son appareil productif, son appareil financier, tous ces secteurs stratégiques au capital international et se mettre son économie aux normes de l'ultralibéralisme. On a vu qu'il n'en était rien aujourd'hui. Donc, il y a aussi une réaction de la part de ces États qui sont quand même des États capitalistes et sous la domination quand même du capital international, de la haute finance, des marchés financiers. Les marchés financiers ne font pas la loi en Chine et c'est bien ce que l'on regrette aujourd'hui. Donc, présenter aujourd'hui la Chine, comme le fait l'Union européenne, comme un rival systémique doublé d'un concurrent stratégique, je veux dire que ce n'est pas non plus créer un climat pour établir une nouvelle coopération internationale et de trouver de nouveaux accords qui ne soient pas des accords qu'on a vu, le CETA, le TAFTA et autres accords qui sont à domination capitaliste avec un profit qui ne les peuple de côté, le social, les services publics, tous les biens communs. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans cette crise profonde et tout se lie en définitive. C'est ce que révèle aussi cette pandémie du coronavirus, qu'en définitive. Et quand aujourd'hui Trump monte au créneau pour montrer la Chine du doigt, pour recréer une politique des blocs, pour essayer de créer une alliance des pays occidentaux contre la Chine, c'est extrêmement dangereux pour la suite. Bertrand Badi, sur ce point peut-être, sur cette question d'interdépendance et de disparition du modèle multilatéral. Moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait une disparition du modèle multilatéral. Et je trouve qu'on exagère dangereusement, parce que ça va finir par être une prophétie autoréalisatrice, cet échec du multilatéralisme. Le multilatéralisme n'est pas du tout en échec. C'est les États qui le bloquent. Le multilatéralisme a fait de très grandes choses dans le monde et dans bien des domaines. Et même l'OMS, par exemple, dont on fait le procès aujourd'hui, on oublie de dire à quel point l'OMS a été précieuse pour lancer, orchestrer des campagnes de vaccination en Afrique, pour travailler de manière très efficace et très active à l'assainissement de l'eau dans les pays du Sud, pour organiser des politiques sanitaires là où elles étaient déficientes, et surtout dans les pays du Sud. Le multilatéralisme, il fonctionne au quotidien. Si vous pouvez communiquer, c'est grâce au multilatéralisme. Si vous pouvez prendre l'avion, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais d'une façon générale, c'est grâce au multilatéralisme. Si vous avez des informations météorologiques, c'est grâce au multilatéralisme. Si on a réussi, hélas, non pas à faire régresser la faim dans le monde, mais à la stabiliser à un moment où la population mondiale doublait, donc c'est déjà quelque chose de positif, c'est grâce à la FAO. Si beaucoup d'enfants sont sauvés, c'est grâce à l'UNICEF. Donc moi, personnellement, j'en ai assez que l'on fasse le procès du multilatéralisme. Je dirais même le contraire, c'est-à-dire que nous sommes dans un contexte aujourd'hui
où tout le monde, dans sa chair, comprend à quel point il a besoin de multilatéralisme. Je parlais tout à l'heure du virus nationaliste. Je pense que l'on voit bien aujourd'hui à quel point il n'y a pas d'autre solution qu'une gouvernance sanitaire globale. Donc, l'enjeu, il est là, c'est de construire cette gouvernance sanitaire globale. Le type de leadership exercé aujourd'hui aux États-Unis par Donald Trump est totalement contradictoire et absurde, puisqu'il se veut en même temps leader du monde et coupé de la mondialisation. Donc c'est ce qu'on appelle à juste titre l'unilatéralisme, mais que j'aggraverais en appelant ça un leadership isolé, ce qui est quelque chose de très très particulier, le leadership isolé. Mais c'est voilà, c'est Trump actuellement. Donc la grande difficulté, c'est que toute initiative pour faire progresser le multilatéralisme est bloquée par ce leadership isolé. Il ne faut quand même pas oublier que c'est les États-Unis qui sont à l'origine de l'invention du système onusien, et c'est maintenant eux qui, à titre principal, viennent le bloquer. Alors, à partir de cette contradiction, la question, c'est comment faire revivre le multilatéralisme? Comment faire en sorte que l'OMS ne soit pas cet acteur paralysé et tétanisé qu'il est aujourd'hui, qui semble se limiter à la lecture de quelques communiqués? Eh bien, par cette crise, j'allais dire grâce à cette crise, nous voyons où sont les besoins en matière de multilatéralisme sanitaire. Des appareils statistiques qui soient communs à tous les États, car les statistiques que vous entendez ne sont pas comparables, tant chaque pays a ses propres indicateurs, des normes sanitaires communes, il y a très peu de normes sanitaires internationales, une tentative de coordonner les politiques sanitaires nationales au lieu d'additionner 193 politiques différentes, et enfin un vrai projet d'aide sanitaire, d'assistance sanitaire dans les pays qui ne pourront pas faire face, je pense notamment aux pays du Sud qui heureusement n'ont pas été trop touchés jusqu'à maintenant. Mais s'ils le sont, ça va être une catastrophe. Oxfam nous dit que ça sera 500 millions de pauvres d'un seul coup sur la planète, et on voit l'horreur que cela représente. Donc, si on veut jauger la capacité des États à participer à cette solution, il faut voir quel est leur état de disponibilité à l'égard du multilatéralisme. Les États-Unis, c'est zéro. L'Europe, c'est quelques bonnes paroles, mais très peu d'initiatives en matière multilatérale. Et sur le plan régional, le multilatéralisme européen n'a pratiquement rien donné, en tous les cas sur le plan sanitaire. Moi, je m'interroge sur la Chine, parce que c'est vrai que la Chine a une rhétorique multilatérale, c'est vrai que la Chine est le seul État au monde à avoir inscrit la mondialisation dans sa constitution, enfin l'idée de destin commun de l'humanité, mais on ne voit pas concrètement comment et dans quelle mesure aujourd'hui la Chine pourrait montrer l'exemple en sautant le pas, c'est-à-dire en disant, bon ben voilà désormais les parts de ma souveraineté que je suis prêt à abandonner entre les mains de l'OMS pour pouvoir gagner en matière de gouvernance sanitaire globale. Le procès qui est fait à la Chine par M. Pompeo et M. Trump est hideux, il est odieux, et Dominique l'a très bien dit. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une enquête internationale sur les circonstances dans lesquelles cette pandémie a fait souche et s'est développée. Parce que pour éviter d'avoir à subir une autre crise de cette nature et peut-être plus ample, il faut comprendre de façon précise et méticuleuse ce qui s'est passé. Sans accuser, il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, la première obligation multilatérale, c'est accepter une enquête qui pourrait être menée par l'OMS, que nul ne soupçonne d'être a priori hostile à la Chine. Le deuxième élément, c'est accepter des normes sanitaires communes. C'est absolument indispensable. Il y a un document à l'OMS qui s'appelle le RSI, Règlement sanitaire international, qui est presque vide, qui se contente de classifier des maladies. Ce n'est pas de ça dont nous avons besoin. Il n'est pas normal que, par exemple, la Belgique ait une politique
de confinement et que les Pays-Bas aient une politique qui, au départ, était inverse. C'est pas normal, c'est absurde. Il n'est pas normal que les déconfinements se fassent en ordre dispersé dans le monde européen, dans la mesure où, précisément, comme vous le dites, ils sont de plus en plus interdépendants les uns des autres. Donc, il faut construire ces normes internationales, construire ce que peut signifier frontière dans un contexte d'insécurité globale. Et vous savez, le fond du problème, il est là. Je viens employer un gros mot, sécurité globale. On est incapable de penser la sécurité autrement qu'en termes nationaux. Il faut maintenant la penser en termes globaux. Dans la tête de la plupart des acteurs et des dirigeants en France, la sécurité est principalement menacée par le risque de voir arriver les chars russes à Paris. Bon, on en est encore là. C'est-à-dire, on a face à l'idée de sécurité un réflexe de défense nationale et de défense militaire nationale. Non, ce qu'il faut mettre en place, c'est une politique de réponse à ce qui est la principale menace aujourd'hui, qui est l'insécurité globale. Le fléau sanitaire, le fléau environnemental, le fléau de la sous-alimentation, lequel est beaucoup plus grave encore que le risque sanitaire, puisqu'il envoie à la mort 9 millions de personnes chaque année, ce que le coronavirus, je pense, j'espère, ne pourra pas faire. Donc, il y a des risques globaux, il faut y répondre de manière globale, et j'attends du pays qui est le plus attaché à l'idée de mondialisation, la Chine, qu'elle propose des orientations, des démarches concrètes pour matérialiser cette ligue de l'humanité contre le fléau global. Il ne suffit pas d'envoyer des équipes médicales en Italie. Il faut véritablement faire des propositions concrètes sur ce que pourra être dans notre vie de tous les jours une gouvernance globale des questions sanitaires. Bon, on arrive déjà à la fin de notre entretien. Ça passe très très vite. Bon, on voit bien qu'il suffit pas d'un échange pour traiter à fond ce sujet. Dominique. Oui, non, je voudrais aller dans le sens de Bertrand sur cette question, sur la Chine. Va-t-elle prendre la mesure de son rôle, si elle va apparaître comme État responsable, effectivement, et je suis tout à fait d'accord sur les initiatives, les propositions qu'elle aura à prendre, si elle veut être crédible en défendant le multilatéralisme. Je pense qu'aussi l'une des premières choses, et elle infléchit un peu sa position sur cette question d'enquête sanitaire internationale. Elle ne veut pas que ça se passe effectivement dans un contexte aussi hostile aujourd'hui, politicard attardé. Une enquête scientifique, peut-être que quand les choses, à la fin de la pandémie, quand les choses se seront, ça sera effectivement un geste de sa part et un geste responsable pour justement en faire profiter à la population mondiale, et effectivement aussi que Metz joue aujourd'hui sur le rôle centre de ce qui va être. Je pense à ce qui s'est passé à l'ONU, qui est très intéressant, me semble-t-il, à l'Assemblée générale de l'ONU il y a une quinzaine de jours, où par le fait de vote, par le fait du déconfinement, il n'y a pas eu de réunion et tous les États ont voté donc par téléphone ou par autre moyen. Ce sont sur une résolution du Mexique où le Mexique demandait que quand on aura le vaccin, que ce vaccin soit équitablement réparti dans toutes les parties du monde et pas simplement dans les pays développés, et en donnant son plein soutien à l'OMS au moment même où Trump retirait ses subventions à l'OMS. Et ça a été, les États-Unis n'ont pas réussi à bloquer cette résolution, et je trouve que c'est aussi c'est très significatif des demandes et des attentes du monde sur ce que doit être ces gouvernances mondiales sanitaires, comme le précisait Bertrand. Dominique Barry, Bertrand Badi, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débat. Merci beaucoup.